Bonjour à tous. À 4 mois des élections européennes, le Rassemblement national peine un peu à trouver la parade. Pas faute d'essayer pourtant, mais en croire les différentes études d'opinion. La crise des Gilets jaunes ne pénalise pas franchement la majorité. La République en marche et le Modem caracolent toujours en tête. Preuve que le parti de Marine Le Pen n'arrive pas totalement à récupérer le mouvement de contestation alors que vient de s'ouvrir le grand débat national lancé par le chef de l'État. On en parle avec Agnès Marion du Rassemblement national. C'est parti pour Face à Face. Bonjour Agnès Marion. Bonjour. On commence juste avec cette actualité. C'est terminé le traité d'Aix-la-Chapelle, on n'en parle plus? Pourquoi on n'en parle plus? Si, on devrait en parler, au contraire. Non, parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé au Rassemblement national, donc voilà, maintenant qu'il a été signé... Ah non, moi je pense qu'il faut en parler, parce qu'effectivement, ce traité, c'est quand même un abandon de souveraineté de la France. Et donc, ça doit quand même nous interpeller. C'est un traité... qui a été signé et qui est déjà dénoncé par un constitutionnaliste qui se pose la question de sa constitutionnalité et qui demande quand même la saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier qu'effectivement il ne va pas à l'encontre de notre Constitution. C'est quand même quelque chose de significatif. Je crois qu'il faut en parler, au contraire. Mais vous persistez à dire qu'Emmanuel Macron a vendu l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne? Non, alors ça c'est un résumé très caricatural. Ah non, ça vient de Marine Le Pen, hein. Non, ce sont ses mots. Non, mais elle a développé ce qu'elle quand elle le dit plusieurs fois dans des vidéos... Il y a des choses qui posent vraiment problème, c'est-à-dire qu'on est en train de donner une consistance juridique aux eurodistricts avec un budget propre, des compétences spécifiques qui ne sont d'ailleurs pas définies dans le traité. C'est quand même embêtant en fait de... Mais on est loin quand même de la vente de 2 départements à l'Allemagne, comme si... On ne parle pas de ça, on parle d'une entité juridique nouvelle dont on a quand même beaucoup parlé, le Rassemblement national a quand même beaucoup parlé de ça ces derniers temps. Il y a également ce siège au Conseil de sécurité de l'ONU où on pourra être représenté par la diplomatie allemande, où notre droit de veto devra être étudié, la possibilité d'utiliser devra être étudiée avec les Allemands. Non, je crois que c'est quand même un vrai abandon de souveraineté. C'est pas exactement ça. Et on a le droit d'en discuter. Et moi, je note quelque chose qui est quand même très étonnant et très grave même. Enfin, plus qu'étonnant, c'est extrêmement grave. C'est que dès que on a une divergence d'opinion avec le gouvernement sur un sujet comme le traité d'Aix-la-Chapelle, où on peut avoir cette lecture-là. Le constitutionnaliste Olivier Gouin, qui est quand même professeur à Assas, donc c'est pas non plus le premier mariole du coin, qui se pose la question de la constitutionnalité. Dès qu'on met en cause ce traité, on nous accuse de fake news. Les fake news, c'est devenu un délit maintenant. Donc voilà, je trouve ça très très embêtant pour la liberté d'opinion. On a le droit d'avoir des opinions divergentes du gouvernement. Absolument. Et on en parle d'ailleurs, mais sauf qu'il y a quand même la réalité des faits quand on a un texte sous les yeux et qui n'est nulle part objet de vendre quelconque territoire à l'Allemagne, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Quand on est un responsable politique de premier plan et qu'on dit des choses comme ça, si, ce sont des mensonges, des fausses informations. Non. De la même façon que le partage du siège de la France à l'ONU, il n'en est nullement question. Et je sais que vous n'êtes pas bête, que vous avez sûrement lu ce traité pour en parler ensuite. Est-ce qu'à un moment, il est question de partager ce siège à l'ONU avec l'Allemagne? Honnêtement. Il est question, j'ai la réponse, la diplomatie franco-allemande doit travailler dans le sens de l'obtention des partenariats, absolument. D'un siège... De hauts fonctionnaires. Oui, mais ça, c'est pas nouveau déjà, mais ça n'a rien à voir avec partager le siège de la France. Mais en fait, les intérêts de l'Allemagne ne sont pas forcément les intérêts de la France. Donc, nous avons obtenu ce siège... Et c'est d'ailleurs ce qui est rappelé dans ce traité. De l'ONU en 1945, nous devons garder toute notre souveraineté. Il n'est pas question de le perdre, ce siège à l'ONU. Se battre pour que l'Allemagne ait éventuellement un jour, elle aussi, son siège à l'ONU, ce n'est pas se partager le siège français. Ce sont des abandons de souveraineté et au moment où le peuple est dans la rue avec le gilet jaune et qu'il demande effectivement à retrouver sa souveraineté, la brader dans ce traité, c'est très grave. Et en tout cas, on a le droit d'en discuter. Et on a le droit d'en discuter. On a le droit de contester. Il y a un sujet, ça peut être contesté, absolument. Et c'est suffisamment contestable pour que, je vous le rappelle, un professeur de droit constitutionnel à Assas demande la saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier la validité de ce traité. Absolument, et c'est pour ça qu'on en discute. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas une erreur
encore une fois, quand on est une responsable politique, de partir sur des sujets qui n'en sont pas. On peut parler de ce que vous avez dit de la perte de souveraineté si vous le souhaitez, mais pourquoi parler de la vente de l'Allemagne, de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne, par exemple? Mais vous avez dit que c'était un sujet qui n'en était pas un. Non, c'est un sujet. Mais si, on en parle. C'est un sujet qui est important. Mais je vous dis, on en parle. Vous parlez de la souveraineté, il y a un constitutionnaliste qui pose des questions. On est d'accord. Ouais. Mais la question de la vente de l'Alsace et de la Lorraine, pourquoi, par exemple, on ne peut pas dire que Macron va vendre le Rhône à l'Allemagne, par exemple? C'est un abandon de souveraineté et nous voulons que la France garde toute sa souveraineté. Voilà. Donc nous dénonçons ce traité. D'accord. Et sur la vente de l'Alsace et de la Lorraine, juste là-dessus, pourquoi parler de ce sujet, par exemple, de cette vente de l'Alsace et de la Lorraine? Si on veut parler du fond, si vous voulez parler de souveraineté, pourquoi parler de la vente de l'Alsace et de la Lorraine? C'est faux. Non, mais en fait, vous faites une lecture extrêmement réductrice et vous... Non, mais c'est ce qui a beaucoup circulé, que Marine Le Pen a diffusé elle-même sur ses réseaux sociaux, notamment. Non, mais... C'est pas moi qui l'ai décidé, cette lecture. Non, mais c'est un abandon de souveraineté. Bon. Donc, nous ne voulons pas que la France abandonne sa souveraineté. Et nous rappelons que la France peut avoir des intérêts divergents avec ceux de l'Allemagne. Et on n'est pas aux ordres de l'Allemagne. Absolument. Est-ce que vous avez vu les moqueries que ça a suscité à l'étranger, notamment en Allemagne? Non. Je vous avoue. Bon, est-ce que ça ne vous dérange pas quand même que les Français passent un peu pour des nigauds sur ce genre de sujet à l'étranger, vous qui êtes patriote? Hein. Non, mais après, en fait, que les Allemands, effectivement, cherchent à ridiculiser la position de Marine Le Pen parce qu'elle est contraire à leurs propres intérêts, oui, bon, je les comprends. Ça ne veut pas dire qu'elle a tort. Vous avez entendu Emmanuel Macron qui a répondu, notamment à Marine Le Pen, sans la citer, lors de son discours où il a signé ce traité d'Aix-la-Chapelle, en disant « Ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices des crimes du passé. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal au peuple qu'ils prétendent défendre en faisant bégayer nos histoires. » Parce que c'est vrai que quand on rappelle cette vente d'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne, évidemment, ce sont des références historiques. À des périodes plutôt sombres oui, de l'histoire. Il aime bien faire des références à des périodes plutôt sombres de l'histoire de France, effectivement, à chaque fois, essayer de nous prêter d'avoir des intentions belliqueuses, etc. Bon, honnêtement, non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Vous ne comprenez absolument pas son message, sa référence? Non, mais en fait, à chaque fois, ces réductions-là sont fatigantes. C'est une manière d'interdire le débat. Le débat, justement, qui va avoir lieu, puisque la campagne des Européennes a déjà commencé, notamment dans votre parti, puisque vous avez officialisé votre tête de liste. Le Rassemblement national est derrière La République En Marche, selon les derniers sondages parus cette semaine. Quelle analyse vous en tirez, finalement? Bon, alors ça reste des sondages, hein, ouais. Ça fluctue toutes les semaines. Y a une nouveauté dans ce sondage, c'est qu'il y a une liste Gilets jaunes qui vient de s'inscrire dans... Alors avec ou sans liste Gilets jaunes, le Rassemblement national est derrière La République En Marche. Oui, alors il y a toute une campagne à faire. On attend de voir quelle Europe... va défendre la liste La République En Marche. En fait, elle va continuer dans le sens de plus d'intégration européenne, de fédéralisme, etc. Nous, on est absolument contre cette idée. Nous voulons recouvrir notre souveraineté, je l'ai dit précédemment. Et dans ce sens-là, il y a une vraie fracture, en fait, entre les gens... Enfin, la liste La République En Marche, qui est... dans cette idée de mondialisme, de bureaucratie, etc. Et nous qui voulons effectivement rendre le pouvoir au peuple. Il y a cette fracture, ces deux camps, et apparemment vous êtes minoritaire du coup. C'est l'enseignement que vous en tirez? Non, ce n'est pas l'enseignement que j'en tire, c'est qu'il y a une campagne à faire, il faut continuer à convaincre les gens et leur montrer que les idées qu'ils semblent défendre dans la rue avec les Gilets jaunes, c'est celles que nous défendons. Le slogan du Rassemblement national pour ces élections, c'est « On arrive ». Vous y êtes déjà au Parlement européen. On y arrive dans des circonstances très différentes, puisque maintenant, il y a une vraie fracture en Europe entre les eurobéats et puis les souverainistes. Voilà, et nous avons des alliés maintenant qui vont arriver avec nous au Parlement européen. Donc il sera possible de changer l'Europe de l'intérieur et de proposer une nouvelle Europe, une Europe
des coopérations des peuples, des nations européennes, et non plus une Europe fédérale. Voilà. Quitte à travailler avec toute l'extrême droite européenne? Oui, travailler avec l'Italie, la Hongrie, oui, absolument. Il n'y a rien qui vous repousse problème. quand même? Il n'y a pas une ligne? Vous ne vous fixez pas une frontière? Non, écoutez, non, aucune frontière. Non, c'est juste pour que ça soit clair, d'accord. La popularité de l'exécutif qui remonte finalement, qu'on voit à travers ce sondage, est-ce que c'est la fin de la crise des Gilets jaunes, qu'on pensait profiterait plus au Rassemblement national? Alors non, je crois que ce n'est pas du tout la fin de la crise des Gilets jaunes, parce qu'il n'y a pas de réponse qui a été apportée à la crise des Gilets jaunes. Il y a eu des mesures, 11 milliards d'euros. Il y a ce grand débat qui est lancé, cette porte ouverte, entre guillemets. Non, mais en fait, les 11 milliards d'euros ou le grand débat ne vont pas empêcher la déconnexion d'Emmanuel Macron avec son peuple. Ça ne va rien résoudre. Il reste un représentant de l'hyperclasse qui est complètement déconnecté des réalités de son peuple. Et en fait, ce grand débat... Ça, c'est un procès d'intention un peu personnel. Non, mais ça n'est jamais qu'un numéro de communication, en fait. Mais en quoi est-ce qu'Emmanuel Macron est plus déconnecté qu'une Marine Le Pen, par exemple? Parce que honnêtement, toutes les mesures qu'il a prises sont complètement décriées par les gens. Enfin, faut quand même vous rendre compte, les Gilets jaunes ont quand même un soutien de la population. Au bout de, ça fait 10 semaines maintenant qu'ils sont dans la rue. Eh bien, ils gardent quand même un énorme soutien de la population, parce qu'en fait, cette fracture territoriale, sociale, fiscale, tous les Français en souffrent. Et donc, cette première liste de Gilets jaunes qui a été annoncée, vous vous en réjouissez? Écoutez, en démocratie, je crois qu'il faut toujours se réjouir quand des citoyens exercent leur droit de se présenter à des élections. Donc oui, maintenant, cette liste, sur quel va être son programme, quel groupe elle va rejoindre au Parlement européen. À cette liste, justement, qui peut rassembler tout type de personnes avec des idées politiques différentes? Oui, il peut y avoir un rassemblement. Non, mais il va falloir qu'elle se trouve une ligne politique, dans quelle direction elle va aller ensuite, dans quel groupe elle va s'inscrire au Parlement européen ensuite, qu'est-ce qu'elle pense, quelles mesures elle prendra contre le dumping social, contre les injustices sociales et fiscales et les inégalités fiscales et sociales qu'il peut y avoir dans les différents pays d'Europe. Quelle est sa position sur l'immigration? Il y a entre 70 et 80% des Français qui sont pour l'arrêt de l'immigration. Cette liste-là, qu'est-ce qu'elle dit de l'immigration? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Vous dites en gros, il y a encore du pain sur la planche. Donc il y a encore du pain sur la planche pour que ça soit une liste. Moi, ce que je sais, c'est que notre groupe au Parlement européen a un bilan, qu'il s'est battu contre l'injustice sociale, fiscale que génère l'Union européenne. Elle s'est battue contre l'immigration que encourage l'Union européenne. Et donc, au titre de ce bilan, je crois qu'on peut dire qu'elle défend spécifiquement les problèmes qui sont mis à jour par la crise des Gilets jaunes. Mais vous vous réjouissez que finalement ces Gilets jaunes, en tout cas une partie, s'institutionnalisent, entre guillemets, rentrent dans le moule, dans le jeu démocratique en présentant une liste, et peut-être vous dites qu'il faut que les manifestations, chaque samedi, ça s'arrête? Non, mais en fait, ça me semble beaucoup trop protéiforme, en fait, le mouvement des Gilets jaunes, pour que ça puisse se regrouper dans une liste. D'ailleurs, en fait, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que cette liste est déjà contestée et accusée d'avoir récupéré, entre guillemets, la marque Gilets jaunes pour en faire un objet politique qui, effectivement, parallèlement, doit bien arranger Emmanuel Macron, puisque ça lui permet d'éclater un peu plus les voix de ses adversaires pour les européennes, et lui de se concentrer sur sa petite base électorale des présidentielles, voilà, qui regroupe autour de lui. Mais vous pensez qu'il faut que les manifestations s'arrêtent maintenant ? Après, on l'a dit, 10 semaines... En fait, il y a un droit de manifester, donc en fait, moi, je n'ai pas du tout à dire si les gens doivent rentrer chez eux. Il peut être un peu lassant chaque semaine pour les habitants comme pour les commerçants. Bien sûr que... Commerçante, hein. Oui, non, je ne suis pas commerçante. Non, mais enfin bon. Non, je suis... Vous avez votre petite entreprise. Oui, je suis une petite entreprise. Qui peut être éventuellement pénalisée. Dans l'artisanat, plus exactement. Oui, pardon. Donc, dans l'imprimerie.
Exactement, voilà. et l'édition. Même pas besoin de fiche. Bon, Tout ça pénalise ces artisans ça pénalise, mais en fait, vous avez des Français en colère qui crient qu'ils ne veulent pas crever, en fait. On ne peut pas leur dire, non, stop, écoutez, ça... Non, mais on peut leur dire, il y a une démocratie, il y a des règles, il y a des élections. Alors, effectivement, il faut les encourager à retourner aux urnes, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de personnes dans le peuple des Gilets jaunes qui sont des abstentionnistes, et il faut leur dire, non, prenez le pouvoir. En fait, votre premier pouvoir, c'est d'aller poser un bulletin de vote. Et moi, c'est cette phrase qui m'a beaucoup marquée quand j'étais jeune, c'est « si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi ». Voilà, il faut qu'ils aillent voter, effectivement. Donc, en parallèle, ils peuvent continuer les manifestations. C'est pas moi qui vais leur donner l'autorisation. Non, bien sûr, mais vous pourriez avoir un avis quand même. Vous-même, vous manifestez les samedis? Alors non, moi j'ai déjà été sur des péages. Mais les samedis? Non, je suis pas allée manifester, mais je suis allée à leur rencontre en revanche. Et j'ai entendu beaucoup de colère, j'ai entendu beaucoup de tristesse de se voir oubliés, de se voir méprisés par les gens qui sont censés les représenter. Voilà. Et ça, je crois qu'effectivement, on a répondu à aucun des problèmes vous faites partie, puisque vous êtes élu. qui soulèvent, et notamment le problème de la représentativité des élus et de nos institutions, et puis également le fait qu'ils ont l'impression d'élire des gens qui n'ont plus de pouvoir, puisqu'on a transféré beaucoup de nos souverainetés. Donc ils ont l'impression en fait que les politiques ne peuvent plus rien faire pour eux. Ça c'est dramatique, mais effectivement là où ils ont raison, c'est qu'on a transféré des souverainetés et des pouvoirs, et qu'ils ont l'impression qu'on ne peut plus rien pour eux, et c'est dramatique effectivement. Il y a ces manifestations, il y a aussi les nombreuses violences qui en émanent chaque samedi dans la plupart des grandes villes. Est-ce que vous soutenez le gouvernement dans sa lutte contre les casseurs, puisqu'il y a eu cette proposition de loi qui émanait de la droite? Alors, oui, mais évidemment, contre les violences sur... Non, parce que la gauche dénonce du fichage, ça crée des remous également au sein de la majorité. C'est un vrai problème, parce qu'il y a un droit constitutionnel qui est celui de manifester. Oui, là, entre autres, il s'agit de casser. Dont on parle. Excusez-moi, mais d'accord, mais en fait, tous les gilets jaunes ne viennent pas pour casser, au contraire. Enfin, je veux dire, on parle d'une minorité. Moi, je crains. Cette loi anti-casseurs, en fait, elle est issue du 1er mai, où effectivement, il y a 1200 Black Blocs qui sont venus casser, etc. Et à ce moment-là, le gouvernement n'a pris aucune mesure qu'il avait à sa disposition pour les empêcher de le faire. Et donc là, en fait, on sort un arsenal qui, je crois, est calqué sur les mesures anti-hooligans. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de droit constitutionnel à assister à un match de foot. En revanche, il y a un droit constitutionnel à manifester. Donc je pense qu'effectivement, là encore, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi pour savoir si cette loi est conforme à notre Constitution. Elle est loin quand même l'époque où vous souteniez une présomption de légitime défense pour les policiers, justement, dans les manifestations. Oui, mais en fait, c'est pas du tout le même public, il me semble. Enfin, donc ça s'adapte au public Ce qui s'est passé au 1er mai... Par les forces de l'ordre qui sont pris pour cible, quand même, par des manifestants. Certains manifestants. Alors, en marge de certaines manifestations, mais il y a aussi... c'est contre ça que ce texte de loi... qui sortent. Il y a une volonté, effectivement, de dissiper ces manifestations des Gilets jaunes, qui sont parfois tout à fait pacifiques. Absolument. Et voilà, vous vous retrouvez avec des familles, des pères de famille qui se retrouvent dispersés à coups de bombes lacrymogènes. Et c'est quand même embêtant sur le manifester. Ouais. Après, non, mais en fait, les policiers, en fait, ils obéissent simplement aux consignes qu'on leur donne. Et après, au bout de 10 semaines de manifestation, je pense que le gouvernement est complètement démuni sur la manière de faire cesser ce mouvement. Il ne se donne surtout pas les moyens de le disperser, parce qu'en fait, la seule solution, elle est politique. Donc, effectivement, il faut établir la proportionnelle intégrale. Oui, enfin, vous dites la seule solution, elle est politique. En même temps, ce n'est pas 25 000 personnes dans la rue qui doivent faire la loi. D'initiative citoyenne. Et puis, dissoudre l'Assemblée, c'est un moyen constitutionnel qui est donné pour retrouver une légitimité quand il y a un blocage politique. Mais en même temps, temps, le cas aujourd'hui. Violence ou non, encore moins s'il y a violence, ce n'est pas 25 000 personnes dans la rue, même si elles sont 50 000, qui doivent faire céder le gouvernement à toutes leurs revendications. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, enfin, c'est un mouvement qui est quand même très largement soutenu par la population française, même si tous ne vont pas dans la rue. Il y a quand même 80% des gens qui ne touchent pas. Alors, dans ce cas-là, on prend en compte les sondages quand c'est dans ce sens-là ? On peut prendre des grandes masses, vous vous rendez bien compte que le gouvernement est décrié, que les gens demandent la démission de Macron. Ce n'est pas que les gens qu'on retrouve sur les manifestations le samedi. Donc il y a une solution institutionnelle. Mais comment aurait agi le Rassemblement national au pouvoir s'il y avait ces mêmes mouvements ? Non, mais déjà, en fait, nous n'aurions pas oublié toute la France périphérique. Donc je pense qu'en fait, nous n'aurions pas tous ces gilets jaunes dans la rue. Parce qu'effectivement, nous aurions compris leurs problèmes quotidiens et nous aurions mis en place des réformes de manière à ce que cette France-là, qui ne veut pas crever, ne soit pas oubliée. Et c'est Emmanuel Macron a fait exactement l'inverse, en fait. Il est là pour une petite catégorie de personnes privilégiées par la mondialisation, qui en sont les gagnants. Et en fait, tous les autres, c'est pas grave, en fait. Ils n'ont qu'à crever en silence, surtout, et puis qu'on ne les voit pas. C'est le coup de génie, en fait, des Gilets jaunes, de ce symbole. C'est-à-dire, c'est ce qu'on nous a obligés à mettre dans nos voitures en cas d'accident de la route, pour se signaler aux autres. Et en fait, ils sont en train de crier « on ne veut pas mourir ». Voilà, on ne veut pas mourir. Il y a un moment donné, ce sont des gens qui sont en danger de mort, et il faut les écouter et prêter attention et leur offrir des solutions politiques. Alors, il y a les manifestants qui sont de moins en moins nombreux au fil des semaines. Et il y a de plus en plus de violence, une sorte de mouvement de noyau dur qui se radicalise. Pardon, mais sur votre bannière Twitter, par exemple, vous avez une photo de gilet jaune sur les Champs-Élysées, il me semble, avec une pancarte « Si vous voulez que ça pète, continue le racket ». Est-ce que ça, c'est pas une légitimation de la violence ? Si vous voulez que ça pète ? Non, mais non, vous pouvez pas. Je pose la question. Ça reste des slogans de manifestation. Oui, mais n'empêche. D'accord. Enfin, vous avez dû. Il y a beaucoup de slogans anarchistes qu'on peut voir et on peut dire que ça reste des slogans. Vous avez dû zoomer sur la photo parce qu'en fait, je ne l'avais même pas remarqué, à vrai dire. Il faudra qu'on retourne le voir ensemble parce que c'est quand même assez gros. Non, mais d'accord. Non, mais franchement, c'est pas du tout pour ce slogan-là que je l'ai pris. C'est qu'en fait, non, moi, je crois. Mais ça vous inquiète cette violence quand même qui monte ? Vous la voyez ? En général ? Non, mais moi, je vois de la colère. En fait, avant la violence, je vois de la colère qui monte. Oui, il faut écouter les gens. Il faut écouter. Mais que cette colère se transforme en violence ? Non, mais en fait, quand vous avez quelqu'un en colère, vous essayez de lui prêter une écoute attentive et de lui trouver des solutions. Ce n'est absolument pas ce qui est fait. Et le grand débat ? Ça n'est pas. C'est pas censé écouter justement tout le monde, permettre à tout le monde de s'exprimer ? C'est de l'enfumage, vraiment, c'est de l'enfumage. Mais vous ne voulez pas y croire ? Non, je ne veux pas y croire parce que c'est complètement cornaqué. Le gouvernement a dit que de toute manière, ça ne ferait pas dévier, ça ne désaxerait pas sa politique au terme de ce grand débat. En fait, si c'est juste pour faire de la thérapie de groupe, pour dire, ben voilà, on peut en parler, mais derrière, on n'acte rien, ça n'a aucun intérêt. Et puis, il reste quand même des sujets qui sont interdits dans ce grand débat. Dans ce grand débat, l'immigration n'est pas un sujet. Ça reste une préoccupation pour 70 à 80% des Français, voilà, qui veulent l'arrêt complet de l'immigration. On nous parle de quotas. On nous explique que la politique sur l'immigration, le droit d'asile, etc. Mais on est quand même loin là, de l'idée des carburants, mais on parle d'immigration. Veulent justement veulent qu'on cesse complètement l'immigration. Donc vous pensez que c'est ça, maintenant, la revendication première des Gilets jaunes de cette colère, c'est sur l'immigration ? Parce qu'on a quand même, du coup, il y a le grand écart entre l'immigration et les sujets à la base, qui étaient sur la fiscalité, les carburants. Non, mais c'est tous ces sujets-là. C'est tous ces sujets-là qui fait qu'on a une France qui ne veut pas être oubliée, qui veut être considérée, qui en a ras-le-bol de payer de plus en plus pour avoir de moins en moins. Donc ça effectivement, c'est la colère fiscale, sociale. C'est cette France qui en a ras-le-bol de devoir prendre sa voiture et qu'on lui impose des mesures anti-voiture. Alors qu'elle en a besoin parce qu'elle n'habite pas dans les grosses métropoles qui sont riches d'infrastructures et que pour eux, la voiture, c'est une nécessité. Ils n'ont pas la possibilité qu'ont les bobos de s'offrir une trottinette pour faire les 50 bornes qui les séparent d'une maternité, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui n'ont plus de maternité. Et la droite qui est inaudible dans ce contexte pour les européennes, qui a un candidat presque officiel, François-Xavier Bellamy, qui a créé la polémique en disant qu'il était personnellement contre l'IVG.
Oui, alors, c'est une polémique de plus. En fait, moi, ce que j'ai retenu, je ne vais pas lui reprocher d'avoir des convictions, ce que j'ai retenu, c'est que ça pouvait être une politique de santé publique, de faire baisser le nombre d'avortements. Bon, ça me paraît pas dramatique d'avoir dit ça. Effectivement, ne serait-ce que les IVG pour raisons économiques, parce que les gens ne se sentent pas les moyens financiers d'élever un enfant. Je pense qu'il faut y répondre par une politique familiale. On connaît votre position d'ailleurs sur le sujet. Il y avait une manifestation, comme il y a chaque année, samedi dernier. Vous y avez participé, vous auriez souhaité y participer? Alors, j'y étais pas, mais je trouve que les gens ont le droit de pouvoir exprimer une opinion sur ce sujet. Même quand elle ne concerne pas leur personne? Parce qu'à la limite, en fait, on a quand même le droit d'avoir une opinion sur ce sujet-là. Absolument. Ouais. Chacun a le droit d'avoir ses convictions, elles sont tout à fait honorables. Mais de dire que si certaines femmes souhaitent avorter, manifester pour qu'elles n'en aient pas le droit. Non mais attendez, je crois qu'il n'y a pas de délit d'opinion, et c'est se demander s'il y en a un. J'avais noté, moi ça me trompe beaucoup, parce que j'avais noté la phrase de Simone Veil sur aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Voilà, on peut dire que on peut mettre en place des politiques de prévention pour éviter aux femmes l'avortement. Voilà. Merci beaucoup Agnès Marion d'avoir été mon invitée dans ce Face à Face. Très bonne semaine à vous.